Bonjour, alors c'est la dernière émission de notre série Gasoline. Nous la débutons encore avec une visite au vieux mercredi de Saint-Hyacinthe. Nous aurons aujourd'hui 2 conseils mécaniques où nous parlons des pneus et aussi regardons ce qui se passe à l'intérieur d'un moteur. Et nous finirons avec une visite au garage Fitzbach qui remonte des vieilles voitures et des Citroën 2 chevaux. Bonsoir, je suis avec M. Denis Tétrault, fier vanner, qu'on peut dire. Exact. Pouvez-vous nous parler de votre camion? C'est quelle année, ça? Puis, Mon camion, c'est un 95, mais qui a pris la route en 97, comme il est là. Quand vous l'avez acheté, il était neuf? Non, il y avait 1 an. Il y avait 1 an. Puis là, tout de suite, vous avez commencé à le transformer? Oui. Puis c'est quoi les modifications que vous avez faites en gros sur le camion? Oh mon Dieu. Le moteur est monté avec des headers, avec une chip dans l'ordinateur. Shift kit dans la transmission, suspension baissée de 6 pouces, les roues, bien entendu. Maintenant, le restant, c'est de l'équipement pour le camping. Est-ce que ça a été tout fait au début ou s'il y en a eu des changements avec les années? Avec les années, il y a eu des petits changements, mais la majeure partie des modifications ont été faites en partant. Avec les années, c'est que mon fils a équipé le véhicule de lumière LED parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Oui. Les seal beams sont maintenant halogènes. Pouvez-vous me parler de la vie de vanner? Parce que je sais que dans les années 80, même fin 70, il y avait des clubs de vannes. Et puis, des fins de semaine, ça se ramassait dans un camping où ça faisait des voyages. Vous avez dû connaître ça. J'ai connu ça. Moi, à l'époque, quand je suis arrivé dans ça, on parle de rassemblement d'à peu près 250 vannes. Où il y avait des parties avec des bonnes orchestres. C'était des beaux parties. Mais aujourd'hui, il y en a encore. On est resté un groupe, si on veut, de vieux qui en font encore. Et on fait des rassemblements de, je dirais, 50-60 véhicules, aller à 80 véhicules. Par contre, la mode revient chez les jeunes d'avoir des vannes maintenant. Et il y a des rassemblements qui se font d'un autre genre, un petit peu différent. Parce que nous autres, il n'y a jamais eu vraiment de Westphalia dans nos clubs. Les gens de Westphalia n'aimaient pas le genre, disons. Vous me parlez des jeux qu'il y avait, parce que je sais que quand vous aviez des rassemblements dans un camping, à un moment donné, moi, j'ai vu un jeu que c'était une chaudière pleine d'huile. Il fallait se mettre le bras dedans pour aller chercher des bottes. Oui, il y a eu des choses comme ça. Des genres de choses comme ça. Il y a eu, écoute, il y a tout eu. Il y a eu le lancer du crankshaft. Okay. Il y a eu le lancer du camshaft pour les femmes et du crankshaft pour les hommes. Les tirs au câble, ça a été bien populaire par club. 2 camions qui tiraient. Non, tirs au câble, les hommes. Écoute, dans un rassemblement, on avait fait des kits de boîtes à savon en bois, tout démonté. Il fallait que chaque club monte sa boîte à savon pour les enfants. Puis, à la fin, le dimanche, il y avait une course de boîtes à savon dont le pilote, c'était un des enfants du club. C'était bien drôle, tu sais, que c'est... dans les jeux, il y a eu... on a déjà fait un jeu de poche de 8 pieds, là, que les poches, c'était des oreillers. Pas fait arrêter et finir en prison, des choses comme ça? Non, ça, c'est jamais arrivé. C'est quand même agréable. Une année, il y a eu un rassemblement à Bécomo et on est parti 10 de Saint-Hyacinthe le mercredi soir. Le rassemblement était à partir du vendredi. Puis tout le monde m'avait dit, c'est-tu long, Bécomo? Moi, j'ai dit non. Moi, je suis un habitué de la Côte-Nord. J'ai dit, c'est 3 journées de 3 heures, c'est pas fatigant. Et on s'est rendu à Saint-Anne-de-Beaupré 10. Après ça, on a été reçu chez un ami de Vannes à Saint-Siméon. Là, on s'est ramassé 28 pour un feu de camp le jeudi soir. Puis quand on est reparti le lendemain, il y en a qui ont dit, on va te suivre, Denis. Fait qu'on est parti 18 de là. Puis rendu à Forestville, il y en avait 6 qui étaient à mettre du gaz. Ils ont dit, on peut-tu te suivre? Fait qu'on est arrivé à Bécomo 24. C'est quelque chose, ça. C'est impressionnant, sur la route, là. Puis il y avait beaucoup la mode des CB aussi à ce moment-là. Ah, ça, on a tout ça. Est-ce que ça existe encore? Oh oui, oh oui. C'est un peu moins la mode, mais... Un peu moins la mode. Puis le problème, comme en Ontario, là, ils les ont interdits. Okay. Ils ont interdit les CB, pareil comme les cellulaires. Au Québec, je ne sais pas le statut qu'ils ont fait, là, si ça interdit les appareils mobiles
à clavier, c'est-à-dire un CB, tu n'as pas à jouer avec un clavier, fait que c'est correct. Aux États-Unis, des rassemblements, il y en avait de 1000, de 1500 ventes même. Il y en a eu jusqu'à 4000. Ils se roulaient dans la boîte. C'était comme des Il y en a eu jusqu'à 4000. C'était comme des pop festivals. Moi, le premier que j'ai été, c'était à La Plata, dans le Maryland. On était 1300 à peu près. Maintenant, ça existe encore. On parle de 600-700 ventes à peu près au national américain. Ça doit être impressionnant. Oui, ça change de place d'année en année. Ça dépend quel club l'organise. Ontario, il y a le Van Fest qui se fait tous les ans à Elmer, Ontario. Là, on parle d'à peu près 500 véhicules, mais c'est van et pick-up. Eux autres, ils ont décidé que, vu que les jeunes étaient beaucoup pick-up, d'accepter les pick-up. Fait que il y a des deux. Là. Il y a autant, même un peu plus de pick-up qu'il y a de vannes comme telles. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur de votre van? Oui, bien sûr, bien sûr. On va se déplacer tranquillement, on va aller voir ça. Parce que c'est un art de vivre aussi, là. Ça, oui. Partez-vous toutes les fins de semaine? Presque. Ah, c'est bien. Alors, vous avez là-dedans l'évier. Tout est électrique. Il n'y a pas de gaz propane dans mon camion. Il fonctionne avec des batteries auxiliaires, panneaux solaires. L'évier, est-ce que vous avez l'eau chaude là-dedans? J'ai pas l'eau chaude. C'est la seule chose que j'ai pas, c'est l'eau chaude et la douche. OK. Mais toilette chimique, j'ai une réserve d'eau, système de son. On voit les amplis au plafond en arrière. Tout fonctionne de façon autonome. Je n'ai pas à brancher mon camion. Dormez-vous dans le camion? Oui. Oui. Est-ce que c'est climatisé la nuit? Non, c'est pas climatisé. Vous avez une ventilation? J'ai une ventilation, j'ai une fan au toit. J'ai l'air climatisé sur le moteur. Parce que souvent, lorsqu'on dort dans un camion comme ça, c'est le réveil qui devient pénible. Hein? Si on n'a pas de ventilation, oui. On vient à soir, c'est pas trop Mais long. au pire, avec le débarreur à distance, le camion marche 10 minutes avec l'air climatisé, puis t'es bien pour une couple d'heures. Vous vous réveillez, vous partez ça, vous rendormez. Tu couches avec tes clés à côté de toi. Et je suis équipé aussi avec le temps pour moderniser avec une caméra en avant, vu que je vais beaucoup aux États-Unis. Les accidents aux États-Unis, pour les Québécois, c'est souvent pénible. Fait que j'ai une caméra dans le moment, ça filme. S'il y a quelqu'un qui fait un dégât en avant de mon camion, il va être filmé. Oui, puis en plus, avec votre ancien métier d'évaluateur, votre carrière, vous savez comment ça se passe. C'est ça, c'est ça. Vous avez les preuves avec la caméra. C'est ça. C'est quoi vos prochains voyages? L'Ouest canadien. OK. L'Ouest canadien. Bientôt cette année? L'été prochain. Floride cet hiver. OK. Mais... pas besoin de motette? Non. C'est très, très rare que je vais sur un terrain de camping. J'ai pas de problème non plus à me stationner tout en étant discret quand même. Ouais. Là, c'est une façon de voyager. C'est sûr qu'il ne faut pas importuner les gens. Il ne faut pas être malpropre. Règle générale, vu que mon camion est beau, souvent, même c'est la police qui me dit « t'as pas le droit de parquer là, mais pour cette nuit, c'est correct, c'est moi qui patrouille. » Fait que j'ai jamais eu de problème. C'est le contraire, ils surveillent pour pas que vous fassiez faire de vandalisme. C'est ça. C'est sûr que les gens s'attendent pas, quand tu as un beau camion qui est propre, à ce que tu sois malpropre sur la route, là. Fait que ça, j'ai vraiment pas de problème. Ça fait... Même avant, j'avais une petite roulotte, puis j'ai jamais eu de problème non plus à coucher un peu n'importe où, là, comme tel. Là. Mais depuis des années, c'est malheureux, mais il y a des gens, autant de motorisés que de vannes, qui sont pas délicats sur la route, puis qui sont, je dirais, malpropres ou envahissants. Tu sais, un véhicule comme ça, c'est plus haut qu'un auto. Bien, tu te stationnes pas devant la fenêtre d'une résidence, d'une chose. Les gens vont dire, bien, coudonc, il me cache la vue, puis il est installé là, il me surveille, c'est qui ça, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, il y a une façon de faire dans tout ça qui incommode pas les gens, les résidents d'une ville ou des choses comme ça. Bien, je vous remercie beaucoup, M. Tétrault. Bien, ça m'a fait plaisir. C'est très agréable. Puis je vous souhaite de belles aventures, de beaux voyages. Il devrait en avoir encore beaucoup. Ben oui. Merci. Merci. Bonjour, bienvenue à notre capsule mécanique. Aujourd'hui, notre petit Alpha nous a emmené un petit problème d'huile qui se mélangeait à l'antigel. Alors, on va en profiter pour voir l'intérieur d'un moteur. On a déjà un travail qui a été effectué. La culasse en français, ou la tête de moteur a été enlevée parce qu'il y avait probablement un problème, on dit des gasquettes de tête, un joint de culasse. Alors, on va aller voir à l'intérieur du moteur des pièces qu'on ne voit pas souvent.
Si on regarde ici le moteur, c'est un moteur 4 cylindres en ligne. Souvent, c'est la moyenne dans les voitures. Les cylindres, c'est des parties qui sont ici. C'est vraiment des tubes à l'intérieur desquels il y a les pistons. On en voit deux. Il y en a deux qui sont plus bas. Ils font un mouvement alternatif. Et quand on parle de la grosseur d'un moteur, comme ici, c'est un moteur de 2 litres ou de 2000 cc, ce qui veut dire qu'ici, ça représente 500 cc quand le piston est en bas. Et lorsque le piston monte, bien, il compresse l'air et l'essence pour faire fonctionner le moteur. Le système de refroidissement du moteur, on remarque ici autour des cylindres, on a des espaces vides. C'est rempli d'antigel habituellement, ça. Et il y a de l'huile qui va passer par les conduits autour du moteur pour aller lubrifier la tête de moteur. Dans ce cas-ci, les deux liquides se mélangent, ce qui me porte à croire qu'on a un problème ici de joint entre les deux. Ce moteur-ci, le bloc est en fonte. On a ici à l'avant ce qu'on appelle timing chain ou chaîne de distribution. Et sur certains moteurs, c'est une courroie en caoutchouc qu'on appelle timing belt. Cette courroie-là sert à synchroniser le haut du moteur avec le bas du moteur. Le joint de culasse que je vais remplacer, je vais vous montrer ce que ça a l'air. C'est un petit peu comme une sandwich. Alors, dans ce cas-ci, il m'a fallu le commander par Internet. Maintenant, c'est vraiment merveilleux parce qu'on peut tout avoir des pièces partout dans le monde par Internet. Ça nous est livré assez rapidement. On voit ici le joint de culasse. Dans ce cas-ci, le problème est survenu et n'était pas trop grave. Le moteur n'a pas surchauffé. Si le moteur aurait surchauffé, la tête se serait déformée et on aurait des travaux plus importants à faire. Lorsqu'on remplace un joint de culasse comme ça, bien, on vide les liquides, on vide l'antigel, on vide l'huile, on débranche tout ce qu'il y a autour. Ensuite, on nettoie. Il va falloir nettoyer à la perfection tout le contour ici. Après ça, on dépose le joint de culasse à sa place et la tête bien nettoyée va venir s'asseoir au-dessus et va être vissée dans un ordre prédéterminé. Fait que nous avons ici la tête de moteur, qui est une tête en aluminium. Dans ce cas-ci, dans l'Alfa Romeo, nous avons deux arbres à cames. Quand on dit des arbres à cames, c'est parce qu'on a une forme un peu pointue ici. C'est ça, un cam, et ça permet d'actionner les valves ou les soupapes. Les deux arbres à cames permettent une meilleure respiration du moteur. Elles sont entraînées par la chaîne qu'on disait timing chain, tantôt qu'on a vu dans le bloc. Alors, cette chaîne vient faire le tour de ces dents-là et c'est très important que tout soit bien synchronisé. Si on relève la tête et qu'on regarde en dessous, ici, on voit ce qu'on appelle les chambres de combustion. Et ça, c'est une tête Hemi. On voit ça souvent là, dans les produits Chrysler, on nous parle de Hemi. La raison du Hemi, c'est que la tête est hémisphérique, c'est comme une boule à l'intérieur. La combustion est meilleure sur ces moteurs-là. Ici, ça va être important, lorsque la tête sera nettoyée, de bien vérifier si elle n'est pas croche. Si elle aurait la moindre fluctuation, il faut la démonter, l'envoyer à un atelier d'usinage et la faire réusiner avant de la réinstaller. Alors, c'est les prochains travaux, c'est du lavage, de la vaisselle, beaucoup de nettoyage et des vérifications avant de réassembler tout ça. Et je vous ferai faire un tour quand ça sera terminé. Je vais vous parler des pneumatiques. Les pneumatiques sur les véhicules, bien, c'est la seule surface qui est en contact avec la route. C'est ce qui vous permet de tourner, de freiner, d'accélérer. La roue est grande, mais ce qui touche au sol, c'est très petit. Les pneumatiques, ça a été inventé par M. Dunlop, qui, dans ce temps-là, dans les années 1800, il y avait une bicyclette avec des roues dures. Et puis, il a eu l'idée de mettre un tube de caoutchouc avec de l'air autour de sa roue. Et ça lui a permis d'avoir plus de confort. Ensuite, ça a été long avant qu'il y ait des développements et que ça se rende aux automobiles. Et puis, j'ai ici un pneu des années 20. À ce moment-là, les pneus étaient étroits. Il faut dire que ça allait avec les routes. Les pneus étaient étroits et les pneus avaient des tubes à l'intérieur.
un peu comme une bicyclette. Ces pneus-là avaient une durée à peu près de 15 à 20 000 km maximum et étaient faits souvent en caoutchouc naturel. L'évolution des pneus, par la suite, on arrive ici dans les années 80 avec notre Alfa Romeo 87. On a un pneu qui n'a pas de tube, on appelle ça un pneu tubeless. Il y a tout simplement une valve ici pour souffler le pneu, la jante, le pneu qui est en caoutchouc synthétique. Et il faut se dire que la surface ici de roulement, on voit que c'est beaucoup plus large que dans l'ancien temps. La surface de roulement, dans le caoutchouc, dans le pneu, il y a plusieurs différences dans la gomme du pneu. Lorsqu'un pneu est neuf, la gomme qui est à l'extérieur ici est molle. Mais plus on va se rapprocher du centre, quand le pneu devient usé, on tombe avec une gomme plus dure. Alors on n'a pas la même adhérence avec un pneu usé qu'avec un pneu neuf. Le dessin du pneu, la raison d'être, le silence de roulement. Mais deuxièmement, il faut qu'il évacue l'eau. C'est un peu comme une pompe. Lorsqu'on roule dans une flaque d'eau, l'eau doit s'évacuer de chaque côté du pneu. Alors, c'est bien important d'avoir des bons sillons ici. Puis si on veut regarder, si on veut savoir si un pneu est usé, il y a des bandes d'usure, des lignes latérales qu'on retrouve à certains endroits sur le pneu. Et lorsqu'on arrive près des bandes d'usure, le pneu est dangereux sous la pluie. On peut aussi utiliser un petit outil comme ça qu'on insère pour vérifier la profondeur du pneu. Le pneu doit être bien soufflé. Normalement, dans la porte du chauffeur, il va y avoir une étiquette qui nous indique la pression avant et la pression arrière des pneus. On peut ajuster notre conduite. Moi j'aime bien mettre les pneus un peu plus durs que ce que le fabricant recommande. La raison, c'est que l'économie d'essence et aussi une meilleure tenue de route. Le pneu, souvent, va avoir sur le côté du pneu le maximum de pression qu'on peut y mettre et aussi sa dimension. Le 14 est le diamètre de la jante. Le 70 est le ratio entre la hauteur et la largeur. Et le 185 est la largeur du pneu. On a ici un pneu d'hiver, un pneu à lamelles, parce qu'il y a plusieurs petites lamelles sur le pneu. La différence qu'on a avec le pneu d'été ou le pneu 4 saisons, c'est que ce pneu-là a une gomme beaucoup plus molle. Il va rester flexible même à des températures de moins 20. Alors, son dessin aussi est plus agressif pour mordre dans la neige, mordre dans la slush, éliminer la slush lorsqu'on roule. C'est la raison des pneus d'hiver qui sont maintenant obligatoires au Québec. Les constructeurs maintenant ont tendance à aller de plus en plus avec des pneus à profil très bas. Ici, nous avons un pneu avec un profil 40, ce qui fait qu'il est 40 de sa hauteur par rapport à la largeur. La raison de ça, c'est une conduite plus sportive. Lorsqu'on donne un coup de volant, on a vraiment une réponse instantanée. Le désavantage de ça, nid de poule, on endommage la jante. Ensuite de ça, on sent chaque craque dans le chemin. Si vous passez sur un 10 sous, vous pouvez dire si les piles vous fassent. C'est une des raisons des nouveaux pneus comme ça. Alors, moi, je préfère les pneus de série 70, les plus vieilles voitures qui ont un meilleur confort parce que le pneu étant plus haut, il va absorber les petites imperfections de la route. On remarque sur cette voiture-ci des freins avec des trous dans les disques. C'est ce qu'on appelle des freins ventilés pour éliminer la chaleur et les faire durer plus longtemps. Cet après-midi, nous nous trouvons au garage Fitzbach, un garage spécialisé dans la voiture ancienne, voiture européenne et voiture américaine. Je suis accompagné d'André Fitzbach. Bonjour André. Bonjour. Merci de nous recevoir. C'est très agréable d'être ici. Ça fait plaisir. André, c'est quoi l'aventure qui a mené à l'ouverture du garage Fitzbach? Ça part de loin. On est ouvert depuis 2 ans à temps plein, mais j'ai toujours fait de la voiture ancienne avant pour les autres. Jusqu'à temps qu'on ait eu besoin des pièces pour la 2 chevaux à ma conjointe. Et puis par hasard, là où on est allé acheter nos pièces, la dame qui nous a vendu ce qu'on avait besoin fermait boutique parce que son mari est décédé subitement quelques mois auparavant. Donc ça a été l'occasion finalement de prendre en charge le service et les pièces qu'eux autres faisaient depuis déjà plusieurs années ici.
Et puis, on a emmené tout ça ici au garage, que je venais juste d'ouvrir un jour par semaine. Puis maintenant, depuis l'achat des pièces de 2 chevaux, on est à temps plein ouvert pour les 2 chevaux et les voitures américaines anciennes de 84 et moins. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes comme un concessionnaire 2 chevaux? On pourrait dire ça, mais on est distributeur de pièces nord-américains pour le Meilleur Club Cassis de France. OK. On vend donc leurs pièces. Ici, on est représentant pour eux pour les 2 chevaux. Pour ce qui est des autres véhicules, tout ce qui est américain ou les autres européennes, bien, les clients soit achètent leurs pièces eux-mêmes ou je les cherche pour eux, mais on n'est pas concessionnaire de rien de personne. J'ai lu quelque chose sur vous avez un beau site Internet que j'ai été consulté, puis je me suis inscrit comme membre du site pour avoir les nouvelles de vos réunions. Et puis je me suis rendu compte que vous parliez d'une modification pour mettre une cerveau de direction sur des voitures anciennes. Puis je vois que c'était important. Hier, je conduisais une Mustang 66 qui était pas de cerveau de direction. C'était dur à tourner. Et puis il y a une dame l'autre jour qui m'a parlé d'un Falcon qui n'avait pas de cerveau de direction. C'est quoi que vous vendez comme tel? C'est quoi cette modification-là? On se fait tous un peu vieux, puis les propriétaires aussi se font un peu vieux. Et on installe une pièce mécanique électrique qui s'installe entre le volant et le boîtier de direction original du véhicule. On ne touche pas la suspension ni à la direction à proprement parler. Ah ouais? On coupe la colonne de direction pour insérer un aide électrique à la rotation du volant. On va dire à peu près 70 à 80 de l'effort est récupéré par le système, mais il n'y a rien, le caractère du véhicule n'est pas changé. Pourquoi les 2 chevaux? La 2 chevaux, c'est parce que ma femme est française, puis elle en a eu une quand elle était jeune chez elle en France. Donc, elle voulait un petit peu étirer ça jusqu'ici. On en a trouvé une là-bas, qu'on a importée nous-mêmes ici. Et puis voilà la 2 chevaux en ce qui nous concerne, pourquoi est-ce qu'on s'est embarqué dans ce monde-là. Puis le restant, bien, là, c'est l'histoire des pièces. Mais est-ce que ça, c'est un modèle qui a tendance à prendre de la valeur? Je pense que c'est 2 chevaux. Depuis 2-3 ans, les prix montent beaucoup, là. Ouais, là, ça décolle pour les 2 chevaux. Les Américains sont amateurs beaucoup des 2 chevaux. Oui, curieusement, sont assez friands de ça, puis des dérivés comme la Méhari, la Diane, mais la 2 chevaux commence à monter pas mal en Beaucoup d'artistes aussi, peut-être? J'en connais pas, mais ça ne m'étonnerait pas d'apprendre qu'il y a des artistes. Si j'étais un hippie, j'aurais soit un camion Vaux ou une 2 chevaux. Oui, c'est ça. C'est ça, ouais. Est-ce qu'on peut voir les particularités, comme sous le capot? Qu'est-ce que c'est une 2 chevaux? Toutes les 2 chevaux, c'est des 2 cylindres. Oui. 2 cylindres à plat de type boxer. Les premières, c'était des 375 cc. Rapidement, ils sont passés au 425. Ensuite, le 435, puis ils ont terminé avec le 602. Celui-là, c'est un 602. C'est léger, ce que je vois. Oui. C'est en aluminium ou en métal? Non, c'est en acier, mais en acier très mince. Toutes les 2 chevaux, à peu près, pèsent 11 à 1200 livres maximum. Ça fait un véhicule léger. Ils peuvent se permettre de mettre un petit moteur aussi. Là, ici, on a le carburateur. La carburation se fait là. On a l'alternateur qui est ici, qui est piloté derrière le ventilateur avec une poulie. Le ventilateur, lui, est directement relié au vilebrequin. Les 2 cylindres sont de chaque côté, les échappements s'en vont derrière. Et en même temps, on a du chauffage par les échangeurs qui sont ici, les échappements passent en travers, et puis la chaleur est récupérée en même temps que la ventilation ou le refroidissement du moteur, puis c'est redirigé volontairement ou pas dans l'habitacle. Mais est-ce que c'est suffisant pour un hiver québécois ou c'est plus pour l'automne et le printemps? L'automne et printemps, pas mal, oui. Ça fait longtemps que ça existe, ces modèles-là, parce qu'ils en font encore. Citroën est terminé en production en 90 des 2 chevaux. Il y a eu quelques pays, je ne suis pas très ferré en histoire, mais il y a eu quelques pays qui ont probablement étiré la sauce 1 an ou 2 de plus, mais globalement, c'est 90. Ça a commencé en 1947-48, mais c'est un design d'avant-guerre. Puis la guerre a tout retardé, en fait. On comprend bien que la France étant ce qu'elle était à l'époque, elle ne pouvait pas rien produire. C'est pour ça aussi qu'il y a une allure aussi vieillot, parce que le design date des années 30 quand même. Okay. Mais excuse-moi, il y avait un cahier de charge qui avait été demandé pour le gars qui a dessiné la voiture, puis c'est ça que je trouve intéressant. Oui, c'est ce qu'il voulait. En fait, Citroën, c'était de transporter 4 personnes à travers les champs avec ce qui était le plus drôle, c'est qu'il y a une douzaine d'œufs dans un panier, puis de ne pas casser un œuf après avoir traversé le champ. Bon, il y a d'autres détails, mais il voulait avoir une suspension extrêmement agile pour ce genre de situation. Puis ils ont réussi parce que la suspension d'un petit véhicule comme ça, pour un véhicule si léger, la suspension est vraiment remarquable. Ça fonctionne vraiment très bien.
Et puis, je pense que c'est très économique en essence. Oui, bien, étant donné que c'est petit, on a toujours la pédale au fond pour être capable de suivre les autres. Ça fait 6-7 litres au 100 quand même. C'est très bien. C'est très bien, mais on pourrait penser, pour un petit moteur comme ça, que ça serait plus économique. Mais... Et on voit souvent dans les films, ces voitures-là, lorsqu'on les voit dans les courbes, là, on pense qu'elles vont renverser. Elles penchent beaucoup. Puis on voit ça dans le gendarme à Saint-Tropez. Puis il y avait un James Bond, même. Je crois que James Bond en conduisait une. Oui. Ils ont fait une édition 007 après le film. Ouais. Quelle autre sorte de voiture vous réparez et puis jusqu'à quelle année? Bien, toutes les autres, pourvu qu'ils soient 84 et moins. Bien, du moins, je dis 84 parce qu'en 85, la plupart des fabricants arrivaient avec injection. Il y a tellement de travail avec les moteurs à pointe, les 6 volts, les carburateurs que j'ai pas besoin de m'équiper en électronique pour pouvoir faire les 85 et plus. Okay. On fait les injections quand même, mais les plus vieilles, comme dans la cour, on a présentement une Volvo P1800 1972. Elle est à injection Bosch, mais ceux-là sont relativement faciles à faire sans avoir d'ordinateur en main. Mais il ne faut pas oublier un détail, c'est qu'il y a 30 ans, ou à peu près, là, on avait besoin d'une pièce ou d'un renseignement. On mettait une photo dans une enveloppe de la pièce qu'on voulait. On envoyait ça au type chez qui on sollicitait la pièce ou le service ou l'information. Il ouvrait l'enveloppe, il l'attendait, ouvrait l'enveloppe, répondait par soit téléphone ou par enveloppe parce que des fois, il prenait des photos aussi s'il n'était pas certain. Ça prenait donc une éternité pour quelque chose qui nous prend 5 minutes aujourd'hui. Ouais. On est vraiment chanceux quand même. J'ai vu sur votre site Internet que vous faites la location des 2 chevaux. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, c'est possible avec une fin de semaine, une semaine, dépendamment des vacances, selon les désirs. Est-ce que c'est une location à ce moment-là qui comprend les assurances et tout? Ou oui. il faut mettre ça sur nos assurances personnelles? Non, nos assurances couvrent la location. Ouais. OK, c'est intéressant. Puis il y a un certain kilométrage. Oui, on alloue un certain kilométrage par jour. Les gens aussi, en général, ils vont pas en Floride avec la 2 chevaux quand ils la louent. Non, c'est ça. C'est ça. Ils vont à des noces, je suppose. Oui, les noces, ou ils vont à Québec. Soirée, ou des trucs du genre. Oui, moi, ça serait un pique-nique. C'est pas compliqué avec le panier d'osier. Puis... la bouteille de vin, puis les 2 coupes. La bouteille d'eau minérale. Oh, d'eau minérale. Ça aussi, ça passe. Alors voilà, ça complète notre rendez-vous pour cette semaine. Alors on se revoit la semaine prochaine. Puis je vous promets des découvertes et encore des rencontres avec des passionnés de gasoline. En attendant, bonne route!